Présenter Dominique Lapierre, c'est pas facile. Enfin, c'est à la fois facile et pas facile. C'est facile parce qu'il est très connu, mais c'est pas facile parce qu'il a un CV très impressionnant. Et que je vais essayer de le résumer. Vous allez me contredire si vous voulez. Alors d'abord, on va parler de vous un petit peu. Ensuite, dialogue avec Stéphane Courgeon. Questions courtes, réponses assez courtes si vous pouvez. Je crois que cette seconde partie sera agrémentée d'un film vidéo de 6 minutes et de quelques diapositives. Ensuite, questions-réponses du public. On essaie de tout tenir jusqu'à 20h, 20h10, signature du dernier livre de Dominique Lapierre. Résumé Dominique Lapierre, pas facile. Tour du monde, reportage, 12 livres, 12, 15, vous ne savez pas. 15 livres, qui sont tous des best, une quinzaine. Un formidable succès donc des ouvrages passionnants, c'est-à-dire au service de passion, celle de raconter, mais aussi de faire partager et de faire aimer. En résumé, 4 périodes. Première période que j'ai appelée Tour du monde, 1950-1960. À 17 ans, plus de 30 000 kilomètres, avec 10 000 anciens francs seulement. De cette aventure, un reportage dans le monde et déjà un premier livre, qui est déjà un best-seller. $1 les 1000 kilomètres. Déjà traduit en plusieurs langues, à 17 ans. Ensuite, université américaine Lafayette en Pennsylvanie, États-Unis donc, mais très vite un tour du monde et un deuxième livre. Ensuite, vous êtes reporter à Paris Match pendant une quinzaine d'années, 15 ou 18 ans, tous les points chauds du globe. Vous parcourez notamment l'URSS en automobile, un nouveau livre, En liberté sur les routes du RSS, et même un film. Ensuite, Tokyo, Rio, le Congo, Moscou, New York, l'Algérie, les reportages qui racontent l'actualité contemporaine. Et Dominique Lapierre, comme vous le savez, est le dernier journaliste qui reçoit le condamné à mort américain Caryl Chessman. Un livre, Chessman m'a dit. Deuxième période, que j'ai intitulée Un complice, 5 ouvrages. En millions d'exemplaires, on ne sait pas, mais en totalisant, on doit dépasser les 15 millions d'exemplaires. Les prix Goncourt doivent vous jalouser. En 60, donc, avec Larry Collins, vous collaborez à la rédaction d'un grand événement franco-américain, premier best-seller de cette équipe littéraire, Paris brûle-t-il. 3 ans après, un nouveau best-seller, cette fois-ci sur l'Espagne, Où tu porteras mon deuil. Vous pouvez réagir à chaque fois si vous voulez. Non. Bon. On va surtout parler de Bhopal, je crois. 71, Ô Jérusalem, récit historique sur la naissance de l'État d'Israël. 5 millions d'exemplaires. Voici l'Inde, en 75, 4e livre, Cette nuit la liberté, l'ouvrage le plus important écrit sur l'Inde dans les 50 dernières années, qui est aussi un hommage au plus grand Indien des temps modernes, Gandhi. 80, 5e ouvrage avec Larry Collins, Le 5e cavalier, récit du premier chantage nucléaire de l'histoire. Ça, c'était la deuxième période. Troisième période que j'ai intitulée La Cité de la Joie. En 81, rencontre avec Mère Teresa, mais aussi avec un Anglais, James Stevens, qui a fondé un foyer pour les enfants des lépreux des bidonvilles. Et vous allez aider directement et indirectement cet Anglais. C'est l'ouvrage La Cité de la Joie. 8,5 millions d'exemplaires. Vous avez reçu, Dominique Lapierre, 170 000 lettres en provenance du monde entier. Vous arrivez à répondre à tout le monde? Si on vous écrit après la conférence de ce soir... Nous essaierons de répondre. Et je crois que dans ces lettres, il y avait des témoignages tellement bouleversants que ce sont ces témoignages qui m'ont incité, je crois, à continuer. Vous savez, quand vous recevez tout d'un coup dans une lettre une feuille de papier avec scotché dessus 2 alliances et ce message, nous venons de lire votre livre La Cité de la Joie. Nous avons porté ces anneaux pendant 40 années de bonheur à nos doigts. Aujourd'hui, ils seront plus utiles pour vos enfants de Calcutta. Vendez cet or et ne nous remerciez pas. Je crois que ce jour-là, ma femme et moi, nous avons eu vraiment des larmes dans les yeux. Et c'est ce type de témoignage qui nous a incités à continuer, à faire en sorte qu'on puisse être à la fois un témoin
un écrivain, mais qu'on puisse aussi être un acteur. J'aime dire parfois, en toute proportion gardée, avec des toutes petites virgules, on peut être à la fois Hemingway et Mère Teresa. Et c'est ce que, depuis 21 ans, j'essaye modestement de faire pour les plus déshérités de notre planète. Et nous savons que dans cette action, Madame Lapierre, qui s'appelle également Dominique, vous êtes certainement. Je continue rapidement, et c'est vrai que vous contribuez à sauver, guérir, éduquer plus de 9000 enfants lépreux grâce à cette action. 540 puits d'eau potable, vous supprimez la tuberculose dans 1200 villages, vous lancez un premier bateau hôpital, puis un second, puis un troisième. Quatrième période, 1990 jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est une enquête en Amérique, un nouvel ouvrage plus grand que l'amour, où vous racontez la chasse désespérée menée par les chercheurs et les médecins pour découvrir le virus responsable du sida. Mais vous revenez très vite en Inde, vous n'avez pas coupé les ponts avec l'Inde. D'ailleurs, vous faites un scénario d'un film à partir des rencontres avec Mère Teresa, qui s'intitule, je crois, Mère Teresa au nom des pauvres de Dieu. Donc vous faites aussi des films? Oui, qui est passé sur France 2, un film télévisé dans lequel Géraldine Chaplin joue le rôle de la Mère Teresa. Et je dois dire qu'elle a été tellement formidable qu'au bout de 5 minutes, j'avais vraiment l'impression de me retrouver en face de Mère Teresa. Elle avait la même façon de parler, la même démarche, le sourire et les mêmes yeux pleins de compassion. Et c'est un film qui a pris 15 années de ma vie pour convaincre Mère Teresa d'accepter qu'une actrice joue son rôle. Et c'est un film qui est passé sur toutes les télévisions du monde. Je crois qu'il a ouvert beaucoup de cœurs à l'action humanitaire, au partage. Et Mère Teresa s'est reconnue, pas forcément physiquement, mais dans l'ouvrage. Malheureusement, Mère Teresa est morte avant que le film soit terminé, donc elle n'a jamais pu le voir. Mais je suis sûr que de là où elle nous regarde, elle savait que ce film ne pouvait que contribuer à dire aux hommes de notre temps, nous pouvons tous faire quelque chose pour apporter un peu de justice et d'amour sur cette terre. 97, nouvel ouvrage, l'avant-dernier, 1000 soleils. Là, nous allons à la rencontre de quelques-uns des plus grands personnages de notre histoire. Il y a De Gaulle, bien sûr, Lon Mountbatten, mais aussi Gandhi, évidemment. Et puis, je crois que Gandhi, si je peux dire un mot, je crois que Gandhi a joué un très grand rôle dans mon amour pour l'Inde, parce que j'ai vraiment reconstitué le destin de ce petit homme à moitié nu qui, en des années d'une croisade extraordinaire à travers ce pays de 3000 km du nord au sud, ce pays où l'on parle 750 langues, sans jamais faire exploser une bombe terroriste ou tirer un coup de fusil, en ne parlant que d'amour, en ne parlant que de tolérance, en ne parlant que de non-violence, le Mahatma Gandhi avait réussi à conquérir l'un des plus grands objectifs politiques des temps modernes, puisque c'était l'indépendance, la liberté de son pays. Et son pays, c'était 400 millions d'hommes en 1947. Et j'ai été absolument fasciné par ce personnage. J'ai vraiment voulu suivre ses traces. Et c'est à cette occasion que je suis allé un jour dans cette ville de Calcutta, où il avait séjourné en août 1947, et tout seul, cet homme, en organisant sa propre mort, en un sens, puisqu'il avait organisé une grève de la faim, avait obligé les habitants de cette ville de Calcutta, qui était la ville peut-être l'une des plus violentes du monde, à se donner la main, obligé les hindous à faire la paix avec les musulmans. Il avait sauvé la ville à l'époque d'un massacre abominable. Et c'était en allant dans cette ville que j'ai rencontré, 20 ans après ces événements, la Mère Teresa de Calcutta. Alors aujourd'hui, nous parlons de votre dernier ouvrage. Il était minuit 5 à Bhopal, événement qui s'est déroulé il y a 17 ans. Pour vous interroger, Stéphane Courjon, alors la règle du jeu est que vous répondiez à ces questions. Il en a préparé comme toujours au moins une vingtaine. Il est probable qu'au bout de 10, je lui fasse comme ça. Ça veut dire qu'il faut couper et donner la parole à la salle. J'espère que cette règle du jeu vous convient. Je sais que vous préférez être debout, vous êtes plutôt habitué à faire des conférences, mais on va commencer déjà par cette interview, si vous voulez bien. J'en profite aussi pour saluer, pour vous remercier d'être là, je pense l'avoir fait, et pour saluer les personnes qui sont dans le scriptorium et qui nous suivent par vidéo interposée. Bonjour à vous. Stéphane.
Alors, il était minuit 5 à Bhopal, qui est encore une fois un best-seller, qui est là sur la liste et en tête des listes des meilleures ventes de livres. Vous êtes à 120 000 exemplaires vendus déjà, 75 000 exemplaires vendus déjà en ne serait-ce que les 3 premières semaines. Alors, on va suivre la trame du livre, qui est l'aboutissement d'une enquête de 3 ans sur une des plus grandes catastrophes industrielles, avec Tchernobyl, mais il faut arrêter là la comparaison, je crois, avec ce qui s'est passé en Ukraine. Et il faut dire aussi, hormis l'explication de cette tragédie, que c'est aussi une belle description. Il y a de très belles scènes de vie de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants démunis à Bhopal, de très belles scènes, je pense notamment à celle de la fin qui précède la catastrophe, ces scènes de fête et de mariage, on en parlera tout à l'heure. D'abord des questions sur Bhopal pour essayer de nous situer un petit peu la ville que vous ne connaissiez pas, vous qui êtes pourtant un amoureux de l'Inde, cette ville où vous ne vous étiez jamais rendu avant même le début de cette enquête. Je crois qu'il faut d'abord raconter la genèse de ce livre. Depuis 20 ans, donc, je suis avec ma femme installé très souvent dans cette ville de Calcutta, cette ville désastre, où il existe plus de 3000 bidonvilles, mais où j'ai rencontré de vraies lumières du monde et j'ai pu avoir cette action humanitaire. Et cette action humanitaire est très connue en Inde. Et un jour, j'ai reçu, dans la ville de Calcutta, la visite d'un responsable d'une organisation humanitaire d'une autre ville de l'Inde. Cette ville s'appelait Bhopal. Et cet homme venait me demander si j'accepterais de venir à Bhopal pour faire quelque chose pour les déshérités de cette ville, les victimes d'une catastrophe qui s'était produite quelques 15 années plus tôt. J'avais un vague souvenir de cette catastrophe quand, au mois de décembre 1984, une usine américaine de pesticides qui fabriquait, je vous ai apporté le pesticide que fabriquait cette usine, le Sevin, un pesticide très efficace, bon marché, respectueux de l'environnement, pour aider les paysans indiens à s'affranchir de cette catastrophe que représentent les insectes, qui dévorent, mais pas seulement en Inde, mais sur toute la surface de notre globe, la moitié de toutes les productions agricoles de l'homme chaque année. Donc, c'était au départ un conte de fées. Et puis, ce conte de fées est devenu, au cours des années, un Titanic. Alors, je suis allé à Bhopal avec ce garçon qui m'avait interrogé. Je n'avais pas, comme vous l'avez dit, eu l'occasion en 48 ans de vagabondage à travers ce pays de rencontrer, de découvrir cette ville qui se trouve un petit peu en dehors des circuits touristiques habituels, en plein cœur de l'Inde, à mi-chemin entre New Delhi et Bombay, au cœur d'une région qui s'appelle le Madhya Pradesh. Et donc, je suis arrivé dans cette ville dont je suis tombé amoureux. Une ville formidable, pleine de palais, pleine de mosquées, de jardins, où les grandes cérémonies annuelles ne sont pas des matchs de football, mais des récitals de poésie. La première chose qui m'est arrivée, on m'a fait membre d'un des clubs peut-être les plus exclusifs de la planète, puisqu'il s'appelle le Cercle des poètes paresseux. Vous savez que le droit d'entrée est un oreiller. Et vous êtes condamné, si vous êtes membre de ce cercle, à rester allongé sur des tapis ou des sofas pour écouter toute la journée de la musique ou des poésies racontées, dites par les plus grands poètes de l'Inde. Quand je suis arrivé, j'ai lu les journaux et j'ai vu qu'un chauffeur de taxi avait kidnappé à la pointe d'un revolver l'un des plus célèbres poètes de l'Inde pour se faire réciter pour lui tout seul dans son taxi tout le répertoire de ce poète. Je me suis dit, ça c'est une ville extraordinaire, fabuleuse. Et puis, bien, ce garçon m'a montré les problèmes terribles qui aujourd'hui frappent 200 000 habitants de cette cité d'environ 600 000 habitants suite à cette catastrophe. Ce gaz a empoisonné 500 000 personnes et fait 30 000 morts la nuit du 2 décembre. C'est la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. Alors je me suis donc intéressé à ces gens, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce que vous souhaitez faire?
Et ce garçon m'a dit, si vous pouviez nous aider à ouvrir une clinique gynécologique pour soigner des femmes aujourd'hui frappées dans leur corps par les conséquences de cet empoisonnement au gaz. Énormément de cancers de l'utérus, énormément de désordres hormonaux. Il y a aujourd'hui des milliers de femmes à Bhopal qui ont 25 ans et qui sont déjà ménopausées. Bref, c'est un vrai drame, une vraie tragédie. Et comme la nuit du 2 décembre 1984, le vent soufflait du nord vers le sud, le nord c'était l'usine, mais le sud c'était un chapelet de bidonvilles que les gens avaient construit autour des murs de cette usine dans l'espoir d'y travailler, parce que cette multinationale Union Carbide était une célèbre multinationale en Inde, parce qu'elle fabriquait aussi des piles électriques. Et dans ce pays où l'électricité est tellement rare, jusqu'au plus lointain des 560 000 villages de l'Inde, il y avait un petit flambeau de lumière grâce aux piles d'Union Carbide. Alors quand Union Carbide a déclaré qu'elle venait construire cette usine de pesticides, ça a été vraiment l'euphorie. Tout le monde voulait y travailler, tout le monde espérait que ce magnifique uniforme bleu avec ce logo et ce petit triangle sur la poitrine serait l'uniforme que pourraient porter des milliers et des milliers de pauvres. Et puis d'ailleurs, certaines femmes voulaient que leurs filles épousent des gens qui travaillent dans cette usine. Mais absolument, mais des gens venaient de 300, 400 kilomètres avec leurs filles, des pères de famille, dans l'espoir qu'elles viendraient épouser quelqu'un qui travaillerait chez Union Carbide. Il faut dire que c'était une organisation formidable. À l'américaine, il y avait une équipe de football d'Union Carbide, il y avait des soirées culturelles, les musulmans qui travaillaient dans l'usine avaient des tapis de prière pour 5 fois par jour, quitter leur poste de travail et venir faire leur récitation en la direction de la Mecque. Les hindous, on leur prêtait des générateurs, des groupes électrogènes pour leurs fêtes. Bref, c'était formidable. D'ailleurs, les jeunes ingénieurs américains nous ont raconté, mais quelle aventure ça avait été pour nous de venir s'installer au cœur de l'Inde des 1001 nuits et de lui apporter la plus haute technologie que nous connaissions. Vous imaginez, pour un directeur d'usine, d'avoir 1500 ouvriers, dont certains étaient des hindous, d'autres des musulmans, d'autres des sikhs. Vous savez ce que sont les sikhs? Ce sont ces gens qui portent ce turban sur la tête, qui ont la barbe roulée. Et comment dire à des sikhs qu'il fallait enlever leur turban pour porter un casque dans l'usine, parce que telles étaient les règles de sécurité, quand même dans l'armée indienne, ils sont dispensés de porter un casque. Alors ces ingénieurs américains nous disaient c'était insensé, formidable, mais vous savez, au fond, finalement, c'était toujours la fée chimie qui nous réconciliait et qui nous mettait tous sur la même longueur d'onde. Donc c'était une formidable aventure. Alors, je m'intéresse donc à ces gens, je me dis que je vais essayer de racler tous les fonds de tiroir possibles et imaginables pour ouvrir cette clinique de gynécologie. Pour qu'elle soit vraiment efficace, il fallait importer du Japon des appareils comme un colposcope, comme des électrodes. Et j'essaye de faire tout ça. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici le 2 décembre 1984 ? Alors j'interroge, je m'enquière de savoir. Et puis soudain, j'ai une interrogation alors qui me prend au cœur. Je me dis, mais comment une telle catastrophe a-t-elle été possible en plein cœur de notre temps? Et je téléphone à un neveu qui s'appelle Javier Moro, qui est espagnol, qui venait d'écrire un très beau livre sur la tragédie tibétaine. Et je lui dis, Javier, tu aimes l'Inde, viens me rejoindre à Bhopal et nous allons nous lancer dans une enquête pour essayer de donner des noms et des visages à tous ces gens et pour essayer de reconstituer ce qui avait été une formidable aventure industrielle et humaine pour finir par être un naufrage comparable au Titanic. Et là, je voudrais simplement, si vous me permettez, juste d'ajouter quelque chose. Naturellement, les gens d'Union Carbide avaient construit un mur du silence autour de leur propre organisation et je n'allais pas en franchir les portes de cette multinationale facilement.
Mais un jour, j'ai découvert le nom d'un ancien directeur de la sécurité de cette installation, de cette usine. Et après 3 jours de voyage à travers l'Inde pour arriver jusqu'à un lointain village où il habitait, je suis accueilli par cet homme qui me dit cette phrase: « Cela fait 17 ans que je vous attendais. » Je lui dis: « Mais comment c'est possible? On s'est téléphoné il y a 5 jours. Il y a 5 jours, je ne connaissais même pas votre nom. » Et à ce moment-là, il a ouvert un placard, il en a sorti des liasses et des liasses de documents, d'archives. Et il nous a dit cette phrase merveilleuse, il nous a dit: « Quand j'ai quitté cette usine, je suis parti avec toutes ces pièces, tous ces documents, et depuis 17 ans, j'attendais qu'un écrivain, qu'un historien, qu'un journaliste vienne les consulter pour raconter ce qui s'était passé. » Et dans ces documents, il y avait des quantités de noms, il y avait des quantités de traces, de pistes, et ça a été le départ de notre enquête qui allait nous conduire jusqu'au fin fond des États-Unis pour découvrir les premiers ingénieurs américains qui s'étaient installés à Bhopal, pour reconstituer vraiment comme une saga à la fois l'histoire de cette ville, parce qu'on n'avait pas implanté cette usine dans un désert ou à 80 km d'une cité, mais en plein cœur de cette formidable ville de Bhopal, et pour aussi retrouver, reconstituer cette vie tellement riche de ces gens pauvres de l'Inde qui savent garder leurs traditions, qui sont capables de remercier Dieu pour le moindre bienfait, de célébrer, d'espérer, de partager ensemble des lumières du monde. Et nous allons passer 3 années avec eux pour écrire Il était minuit 5 à Bhopal. Alors on va revenir sur les différentes erreurs qui ont conduit à cette tragédie, des enchaînements, ça a été de pire en pire. Alors, il faut rappeler d'abord, vous parlez de l'usine de production du Sevin qui a été installée dans les années 70, mais il faut rappeler qu'à la fin des années 60 déjà, Union Carbide avait déjà installé une première usine qui servait surtout à améliorer en fait le produit à la fin des années 60. Oui, enfin, la construction de cette usine, on ne va pas rentrer dans trop de détails. On va revenir plutôt sur celle effectivement des fins des années 70. Et là, la première erreur... C'est fait par plusieurs étapes. La première erreur, et c'était très difficile de découvrir, c'était une véritable roman policier, une enquête policière. C'est dans le stockage d'abord la première erreur. La première erreur, non, ça a été la conception extravagante de cette usine. Il faut savoir que pour fabriquer ce Sévin, que je pourrais vous faire goûter après la conférence, qui est tout à fait inoffensif, dégustation gratuite, mais qui est extrêmement efficace, pour la fabrication de ce produit, il faut un gaz qui s'appelle l'isocyanate de méthyle. C'est peut-être le gaz le plus dangereux jamais inventé par l'industrie chimique. Et là, à cet égard, je voudrais vous rappeler un fait d'actualité, c'est que dans la composition de cet isocyanate de méthyle, entre un autre gaz qui s'appelle du phosgène, et ce phosgène est le gaz qui remplissait les obus de la Première Guerre mondiale qu'on a évacué l'autre jour de la ville de Vimy. C'était le fameux gaz moutarde qui a fait des milliers de morts pendant la guerre 14-18. Donc c'est un gaz abominable. Pour fabriquer ce Sévin, il faut ce gaz mortel. Alors, la sagesse aurait voulu qu'on construise une petite usine de taille moyenne et qu'on importe des États-Unis dans des fûts, dans des barils, le gaz nécessaire à la fabrication de ce Sévin pour le marché indien. Mais les Indiens, le gouvernement indien, avait donné à Union Carbide une licence pour construire une usine qui pouvait produire chaque année 5000 tonnes de ce Sévin. Jamais le marché indien ne pouvait absorber une telle quantité de ce pesticide. Mais les ingénieurs américains, en Virginie occidentale, se sont dit, les Indiens nous permettent de produire 5000 tonnes, on va faire une usine de 5000 tonnes. Alors on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans un tel panneau? Et alors que 2000 suffisait. Alors que 2000, la moitié suffisait. Alors on a découvert qu'aux États-Unis, les ingénieurs étaient rétribués selon un barème qui avait été institué par un homme qui s'appelle M. Edward Hay
On appelle ça les points He et His Points. Vous êtes payé selon la dimension de l'installation industrielle que vous allez dessiner. Alors ces jeunes ingénieurs se sont précipités sur ça. Ils ont fait une usine d'une taille extravagante. Je dis que c'est important parce qu'une telle installation extravagante impliquait non pas l'importation de ce méthyle, isocyanate de méthyle dans des petits fûts, comme ça existe à Béziers, dans le sud de la France, à une usine qui s'appelle la Littorale, mais il fallait fabriquer sur place cet isocyanate de méthyle. Et ça voulait dire qu'il fallait en stocker des centaines de milliers de litres pour fabriquer ces 5000 tonnes. Donc ça a été la première erreur absolument monumentale de donner à l'Inde une usine d'une capacité inimaginable pour son marché. Malgré les conseils effectivement des Allemands et des Français qui ont conseillé à des représentants d'Union Carbide. Vous mettez une bombe atomique à Bhopal. Parce que de stocker, d'emmagasiner des centaines de milliers de litres de ce terrible gaz, c'était vraiment prendre un risque abominable, un risque absolument affreux. Et alors, tout s'est enchaîné. On a oublié que le climat de l'Inde est un climat imprévisible. Ma femme et moi, nous avons vécu des mois sous des torrents, des déluges d'eau de la mousson. Et quand cette mousson se perpétue pendant des mois et des mois, les paysans n'achètent plus de pesticides. Et puis l'année suivante, qu'est-ce que c'est? C'est une sécheresse apocalyptique. De nouveau, les paysans n'achètent plus de pesticides ni d'engrais. Ils essayent de survivre, c'est tout. Et alors, au bout de 3 ans ou 4 ans, on s'est aperçu que cette belle usine, que tous ces ingénieurs avaient construit avec le summum de leurs connaissances, la haute technologie occidentale qui faisait à l'Inde des 1001 nuits le plus beau des cadeaux, tout d'un coup, cette usine commençait à perdre de l'argent. Alors ici est intervenue la logique du profit capitaliste. Si l'usine perd de l'argent, il faut faire des économies. Et quelles économies on fait en priorité? Eh bien, on a commencé à mettre à la porte les meilleurs ingénieurs, ceux qui coûtaient le plus cher. Et puis, on a cessé de remplacer les tuyaux qui étaient corrodés ou les machines qui étaient abîmées pour faire durer. Et puis, dans la dernière semaine qui a précédé la catastrophe, alors on a commis un crime vraiment irréparable. On a supprimé la réfrigération sur les 3 cuves qui contenaient des centaines de milliers de litres d'isocyanate de méthyle pour économiser, j'ai essayé de calculer, peut-être 800 francs d'électricité par jour. On a supprimé cette réfrigération parce que ce gaz devait être gardé à la température de 0 degré. À la température de 19 degrés, il commence à bouillir. 19 degrés, c'était la température ambiante la majorité de l'année dans une ville comme Bhopal. Et quand il se met à bouillir, il se désintègre en plusieurs gaz. Et puis tout d'un coup, il devient complètement fou. C'est ce qui s'est passé le 2 décembre 1984. Il a fait sauter toutes les soupapes de sécurité. Il a jailli dans l'atmosphère et il s'est répandu sur tous les quartiers des bidonvilles et de la vieille ville de Bhopal pour vraiment crucifier 500 000 personnes après en avoir tué 30 000. Alors, j'ai essayé de comprendre. Excusez-moi, on reviendra peut-être effectivement sur cette nuit. Je voudrais qu'on revienne sur 2-3 alertes déjà qu'il y a eu. D'abord, une pollution de l'eau, une première, qui n'a pas été prise en compte véritablement par les responsables d'Union Carbide. Et les résultats de ces analyses d'eau montraient une présence élevée de mercure, de chrome, de cuivre, de nickel et de plomb. C'est déjà une première alerte. On n'en a pas tenu compte. Ça, c'est déjà une première erreur. Il y a eu toutes sortes de coups de semonces, d'alarmes comme ça, mais on espérait que bon, les choses se passeraient bien. Et je vous assure, je crois qu'il n'y a pas de plus belle comparaison que celle qu'on peut faire avec le Titanic. Le Titanic, c'était le plus beau, le plus rapide, le plus sûr,
le plus luxueux des paquebots du monde. Et pourtant, une nuit de janvier 1917, il a sombré. L'usine de Bhopal, c'était la même chose. Parce que cette multinationale américaine, et ça c'est très intéressant, parce que j'ai surtout pas voulu, avec mon co-auteur Xavier Moreau, faire de l'anti-américanisme primaire, faire un ouvrage polémique, pas du tout. Je voulais vraiment qu'on raconte comment les choses peuvent se dégrader dans notre monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres Bhopal dans le reste du monde. Et donc, il y avait dans cette multinationale américaine une vraie culture de la sécurité. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour eux. Et aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les ruines de cette usine, imaginez une espèce de mobile de caldaire en train de rouiller dans les herbes folles, et que vous rentrez dans les petites guérites, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des panneaux qui vous disent « Safety first ». La sécurité d'abord. Il y avait une vraie culture de la sécurité. Et ces Américains ne sont pas du tout arrivés en Inde avec le couteau entre les dents pour faire des expériences sur les pauvres gens du tiers-monde. Pas du tout, du tout. Mais les choses se sont dégradées d'une certaine façon, et ça a été le travail de notre enquête, je dirais, de véritable limier pour découvrir comment les choses peuvent se passer. Songez que 2 ans avant la catastrophe, un journaliste de Bhopal que nous avons rencontré, qui s'appelle Rajkumar Keswani, un type merveilleux, avait écrit 4 articles pour dire dans son journal « Bhopal est sur une bombe atomique. S'il se passe quelque chose, on va tous sauter. » Puis un autre article disait « Nous vivons sur les bords d'un volcan. » Il avait des amis à l'intérieur de l'usine et il savait qu'on ne changeait plus les tuyaux, qu'on mettait à la porte les vrais techniciens. Alors il avait essayé de jeter ce Cassandre indien, un véritable cri d'alarme. Personne n'a voulu l'écouter. Union Carbide était tellement une entreprise mythique au cœur de l'Inde que personne ne pensait qu'on pourrait jamais avoir un accident de cette nature. Et les dossiers qu'ils présentaient étaient très officiels, parce qu'il y a même un audit réalisé par des ingénieurs. Il y a eu un audit d'ingénieurs américains qui sont venus sur place et qui sont aperçus de certaines erreurs, de certains manques, ils ont fait des rapports, mais tout ça a traîné dans une bureaucratie incroyable. Mais surtout pour nous, ce qui était important, c'était de reconstituer la vie de ces gens dans ces bidonvilles, dont j'étais vraiment amoureux. Vous savez, nous avons habité ces bidonvilles. Ils nous disaient, notre existence est scandée par le passage des trains. Alors nous avons voulu vivre avec eux pour savoir quel était le bruit que faisait le New Delhi Express ou le Bombay Express. Nous avons partagé leur nourriture, nous avons assisté à leurs fêtes. Et ça a été vraiment une formidable aventure. Et je crois qu'avant de continuer, j'aimerais qu'on projette quelques-unes des photos que je vous ai apportées, qui va vous donner ce visage que nous avons, nous, essayé de reconstituer dans les pages d'Il était minuit 5 à Bhopal. Alors, si on peut commencer la projection. On va voir les photos également sur le grand écran. Ici, et on va les revoir sur le grand écran. On va être pris sur le grand écran. Bravo. Et ça va vraiment vous donner une image. Alors voilà, cette photo, c'est Xavier Moreau à droite, c'est votre serviteur à gauche. Nous nous sommes retrouvés et nous sommes là devant la gare de Bhopal. Cela dit, en passant, il y a un chapitre dans le livre extraordinaire sur ce qui se passe dans cette gare la nuit de la catastrophe. Alors, on commence l'enquête et je vais vous montrer, alors, voilà, cette petite insecte que vous voyez là, dont Cartier ou Boucheron ou Van Cleef ferait sûrement un superbe cabochon ou une superbe bague, parce qu'il est ravissant, si vous voyez. Pourquoi ça, cette partie des photos la photo? Non, ça va revenir. Ça va revenir. Ah, voilà. Les couleurs de cet insecte. Cette espèce d'horreur dévore chaque année la moitié du riz que produisent les paysans du monde, la moitié du seigle, la moitié de l'orge. Des millions de tonnes sont arrachées aux estomacs des hommes, et quelquefois ce sont des hommes qui ont faim, par un de ces insectes. Et cet insecte représente l'une des 850 000 espèces d'insectes qui existent dans le monde. Alors voilà la publicité que faisait Union Carbide. On voyait un sikh prospère avec son turban rouge qui tient à la main une boîte de sévine
Et il dit à un pauvre paysan indien, avec chaque roupie que tu vas dépenser pour acheter ce sévin, tu vas en gagner 5. Alors, voyez la tête de ce pauvre paysan indien qui se demande de quoi on lui parle, mais enfin qui est prêt à marcher et à écouter. Et c'est donc le départ de ces campagnes de vente pour ce pesticide dont je vous ai apporté une petite boîte. Alors voilà où ces Américains installent leur usine, au cœur d'une ville pleine de mosquées qui avait pendant 4 siècles été gouvernée par des femmes, les fameuses bégoms, qui en avaient fait l'un des endroits les plus prospères et les plus avancés de l'Inde, puisque dans cette ville, l'instruction était obligatoire, elles avaient apporté le chemin de fer, l'eau courante. C'était, voilà, le dernier Nawab, le dernier sultan de la ville de Bhopal, qui circulait à bord d'un éléphant royal au milieu de ces gens. Voici, tout à fait à l'extrême droite, près de la dame qui a un grand chapeau, la Begum Koutsia. Alors elle avait fait une chose formidable, elle avait créé le Paris Bazaar. C'était un centre commercial uniquement pour les femmes. Et donc les femmes pouvaient venir faire leurs emplettes qui étaient importées de Londres et de Paris sans se revêtir du fameux tchador que portent habituellement les femmes musulmanes. Et voilà qu'arrive un jour de 1970 une équipe formidable dans l'avion spécial marqué UCC. C'est un Gulfstream Jet 2 qui veut dire Union Carbide Corporation. Et au milieu, tenant à la main une guirlande, vous avez le président Bill Smith, président de la 3e multinationale du monde, qui emploie 150 000 personnes à travers la planète, qui a plus de 550 usines. Mais cet homme est un brave type. Cet homme est un ancien immigrant qui a gravi vraiment les échelons de sa société à force de travail la nuit. Il veut que l'Union Carbide ait un visage humain. Il ne vient pas du tout pour exploiter les gens, mais au contraire, pour les aider à s'affranchir de ces maudits insectes. Et là, il est avec son épouse et avec un certain nombre de ses ingénieurs. Et à la façon indienne, on l'accueille avec une guirlande de fleurs. Alors voilà, au milieu, M. Bill Smith avec ses lunettes, avec à sa droite son épouse, Elisabeth, et puis un ingénieur indien à droite, et puis la femme de cet ingénieur à gauche. Alors ils étudient les produits qu'on est en train de préparer, et tout ça va se passer très bien, et c'est magnifique. Et Union Carbide, qui donne par ses piles de la lumière au continent indien, va maintenant lui donner un médicament pour les plantes. Car c'est comme ça que perçoivent la présence de cette usine tous les gens qui sont venus s'installer autour de ces murs. Qu'est-ce qu'on fait dans cette usine? On y fait des médicaments pour les plantes. Et voilà le dernier président d'Union Carbide avec ses lunettes. Il s'appelle Warren Anderson. Lui aussi est un type formidable, le fils d'un pauvre immigrant suédois qui est venu un jour à New York. Il a travaillé jour et nuit pour conquérir son diplôme de chimie. Et lui aussi, il a gravi tous les échelons de cette multinationale. Et il vient en Inde aussi pour dire que sa société a un visage humain et qu'il veut changer la condition des gens. Il est le président au moment où survient cette tragique catastrophe. Alors vous allez voir dans la photo suivante le souvenir qu'il laisse dans les rues de Bhopal. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a jamais eu de procès, parce que les responsables n'ont jamais été traduits en justice, le peuple de Bhopal, avec ses graffitis, crie « Pendez Anderson, hang Anderson ». C'est une façon pour ces victimes épouvantables, cette ville martyre, de réclamer aujourd'hui, 17 ans après, la justice. Et voilà ce que lègue l'Amérique à cette ville de Bhopal, pleine de mosquées, pleine de palais, pleine de monuments. C'est un broglio de tubulures et de cuves et de citernes et d'appareils qui va donc fabriquer 5000 tonnes de ce sévin dont je vous ai apporté une boîte. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui en bordure de Bhopal.
Vous savez qu'il y a quelques semaines, la municipalité a voulu, ne sachant pas quoi faire avec ce souvenir terrible, a voulu transformer ce site industriel en un parc d'attractions. Et alors les femmes de Bhopal, une centaine d'entre elles, sont allées manifester devant la municipalité. Elles portaient toutes à la main un petit bidon plein d'essence et elles ont annoncé que si jamais on faisait un parc d'attractions de ce lieu de mémoire, qui est un lieu de mémoire à la mégalomanie des hommes, elles s'immoleraient par le feu. Voilà Warren Woomer avec moi, le dernier directeur américain de cette usine de Bhopal, un homme formidable qui m'a raconté comment avec sa femme Betty, ils ont passé les 2 années les plus merveilleuses de leur vie dans cette ville de Bhopal, qu'ils ont essayé de comprendre toutes les traditions, tout d'un coup en se retrouvant avec tous ces ouvriers qui étaient de castes différentes, de religions différentes. C'est vraiment un brave type, un chic type que j'ai longuement interviewé. Il habite aujourd'hui Charleston. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Il habite aujourd'hui à Charleston, en Virginie occidentale. Il a pris sa retraite auprès d'une usine similaire à l'usine de Bhopal, 6 fois plus grande. C'était en quelque sorte l'usine mère de l'usine de Bhopal, mais je lui ai dit... vous ne pouviez pas aller vous installer en Floride ou en Californie. Il fallait vraiment que vous vous installiez là, un jet de pierre de cette usine qui pourrait demain exploser. Ah, il m'a dit, nous autres, vous savez, ingénieurs chimistes, on est drogués par la chimie. Et l'idée de partir loin, ce n'était pas possible. Alors il m'a fait visiter cette usine américaine qui existe encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs celle-là qui a fabriqué le Sévin que je vous ai montré. Et alors évidemment, on vous explique quand vous entrez dans cette usine qu'il y a aujourd'hui des systèmes de sécurité tellement fantastiques que jamais ce qui s'est passé à Bhopal ne pourrait se produire. Mais quand vous entrez sur ce site industriel, vous êtes frappé par une odeur. Et c'est l'odeur du chou bouilli, c'est l'odeur de l'isocyanate de méthyle. C'est vous dire que l'usine la plus perfectionnée, la plus moderne aujourd'hui, a forcément de petites fuites, des suintements. Il y a 250 000 Américains qui habitent dans la vallée en dessous de cette usine. Le vent souffle toujours en direction de cette vallée. S'il y avait un accident aujourd'hui, eh bien, ce sont 250 000 Américains qui risqueraient d'être empoisonnés par l'isocyanate de méthyle. Alors voilà, les gens, dès que l'usine s'est construite, sont venus installer des bidonvilles tout autour, dans l'espoir de travailler chez Union Carbide. Alors vous avez des espèces de villages là, qui sont sans eau, sans aucune hygiène, qui se sont mis vraiment sous les murs. Et moi j'ai demandé à ces ingénieurs américains, mais comment vous avez accepté, toléré que des milliers de gens s'installent à quelques 20 mètres, 30 mètres des cuves où vous entreposiez ces centaines de milliers de litres d'isocyanate de méthyle mortel? Alors l'un d'eux m'a dit, un jour, je suis allé voir le maire de la ville, les gens de la municipalité, je suis allé lui dire ma préoccupation et lui ai demandé si on ne pourrait pas organiser un plan d'évacuation de tous ces gens. Et alors ça, c'est l'Inde des combines qui a ressurgi. On m'a dit, ah non, non, surtout, ne faites rien, nous ne voulons pas de panique, nos hommes politiques locaux ont besoin de tous ces gens pour les prochaines élections qui devaient avoir lieu 2 mois après l'explosion de Bhopal, et que si on commençait à les déménager, alors ils ne seraient pas réélus, parce qu'ils avaient fait une chose extraordinaire, ils avaient distribué à tous ces gens un titre de propriété. On appelle ça en Inde une pata. Et pour des Indiens misérables qui ont squatté 2 mètres carrés quelque part dans le pays, de recevoir un titre de propriété, c'était le plus beau rêve qu'ils pouvaient accomplir. Alors on leur avait distribué cette titre de propriété pour qu'ils élisent de nouveau les hommes politiques du coin. Voilà Xavier Moreau avec à sa droite Gangaram, un ancien lépreux dont nous racontons l'aventure, l'histoire dans le livre. Et c'est un homme fantastique. Et sa femme Dalima, ces deux vraiment victimes du destin, se sont rencontrés un jour dans un hôpital de la ville. Gangaram a été guéri de sa lèpre et sa femme venait d'être écrasée par un camion, ses jambes étaient brisées.
et tous les deux ont mis ensemble leur infortune, ils se sont aimés, ils ont fini par sortir de l'hôpital, ils sont allés s'installer dans un des bidonvilles, juste sous les murs d'Union Carbide. Et Gangaram, qui était un type très malin et tout, avait fondé une petite entreprise de peinture, et avec le premier argent gagné, il avait offert à sa communauté un poste de télévision. Imaginez, pour ces gens claquemurés dans les murs de leur taudis, sous les tôles de leur toit, tout d'un coup, ils ont découvert le monde. Et tous les soirs, à l'heure habituelle de la télévision, tous les villages venaient se regrouper sur la grande place pour regarder la petite lucarne qui leur apportait le reste de la terre. Il faut vraiment vivre de l'intérieur cette extraordinaire aventure humaine pour comprendre ce que ça pouvait signifier. Et c'était le sens du livre que nous voulions écrire. Juste un mot, pardon, sur la population locale. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, elle savait que c'était des médicaments pour les plantes qui étaient construits, qui étaient fabriqués, mais les gens ignoraient à quel point les produits qui étaient à l'intérieur de l'usine étaient dangereux jusqu'à la mort d'un employé. Bien sûr. Est-ce qu'on peut repasser la photo, là? Et absolument, tout à fait. Alors là, non, la photo suivante. Mouné Baba, le parrain des bidonvilles. Alors cet homme, c'est le trafiquant de drogue, d'alcool, de femmes, il a la haute main là sur tout ça. Mais c'est aussi un bon samaritain. Mouné Baba, chaque dimanche, emmène les malades des bidonvilles jusqu'à l'hôpital le plus proche et il exige qu'ils soient soignés. Et la nuit de la catastrophe, parce que cet homme habite une maison de 2 étages en dur, il a pu donc monter au premier étage et échapper aux nuages toxiques qui rampaient sur le sol. Et il a accueilli chez lui des dizaines, des centaines de gens qu'il a sauvés cette nuit-là. Le seul qu'il n'a pas pu sauver, c'était son coq Yagou, parce que cet homme élève des coqs de combat. Et dans l'après-midi de ce fameux dimanche, il y avait eu un spectaculaire combat de coqs de combat, et son Yagou avait gagné, mais cette nuit-là, Yagou n'avait pas pu gravir les quelques marches qui montaient au premier étage parce qu'il avait été tellement abîmé par le combat dans l'après-midi. Et le lendemain, le pauvre Mouné Baba allait retrouver les poumons éclatés, son cher Yagou. Pulpul Singh, l'usurier des bidonvilles. Cet homme prête de l'argent pour les mariages, pour les cérémonies, à 30% par mois. Alors les pauvres lui apportent en gage une petite boucle d'oreille, quelque chose. Et cet homme joue un rôle social extrêmement important. Sans lui, il n'y aurait pas de mariage. Et il leur apporte surtout, les pauvres, leur titre de propriété, la fameuse pata, que Pulpul Singh enferme dans son coffre-fort, sachant qu'un jour, il pourrait la monnayer. Et tous les habitants de Bhopal, frappés par la catastrophe cette nuit-là, se souviennent du spectacle incroyable de Pulpul Singh s'enfuyant en caleçon et en chemisette, en poussant une petite charrette sur laquelle il avait posé quelque chose de plus important que sa vie, son coffre-fort. Saja Bano, alors là je crois que c'est vraiment l'emblème le plus dramatique de cette catastrophe. Cette femme avait perdu 2 ans plus tôt son mari, qui travaillait à l'usine, à cause de quelques gouttes de phosgène, le même gaz qu'il y avait dans les obus de Vimy, qui était sorti d'une collerette, là, et ces gouttes de phosgène s'étaient mises sur son chandail, et au lieu de faire tout de suite une douche, tout ça, il avait gardé ces gouttes, il les avait inhalées, 2 jours plus tard, il était mort. Et figurez-vous que la nuit de la catastrophe, cette femme, Saja Bano, revient par le train à Bhopal après avoir passé une 15aine de jours chez sa mère qui habitait à 300 km. Elle aurait dû revenir le jour d'après, le lundi. Mais un voisin lui a dit « Saja, tu ne peux pas voyager le lundi. C'est un jour terrible dans notre calendrier. Il faut que tu voyages le jour d'avant, c'est-à-dire le dimanche. » Alors elle a changé ses billets. Et elle est partie le dimanche avec ses 2 enfants
et elle arrive à Bhopal à minuit 5 dans ce train qui s'appelle le Gorakhpur Express, dans cette gare qui va être enveloppée de ce nuage toxique. Elle n'entend pas l'appel désespéré du chef de gare qui, dans un micro, supplie les voyageurs de ne pas descendre du train, de s'enfermer au contraire dans leur compartiment. Et ce chef de gare héroïque dont on raconte l'histoire va courir jusqu'à la locomotive pour faire repartir le train immédiatement et essayer d'arracher au nuage toxique les voyageurs qui sont dans ce train. Elle n'entend pas cet appel, elle descend avec ses 2 enfants et son fils aîné va mourir terrassé par le gaz toxique. Sœur Felicity. Dans toutes les villes de l'Inde, il y a une sœur Teresa. Celle-ci s'appelle Felicity. C'est une Écossaise. Elle est venue il y a 35 ans à Bhopal. Elle a fondé un foyer d'enfants handicapés. C'est une sainte merveilleuse avec laquelle nous avons passé des jours et des jours parce qu'elle vient travailler dans les bidonvilles, comme elle est aussi infirmière, pour aider les détresses médicales les plus terribles. Elle va d'ailleurs engager comme assistante une jeune fille qui s'appelle Padmini, dont on raconte l'histoire dans Il était minuit 5 à Bhopal, et qui, la nuit de la catastrophe, va se marier. Parce que cette nuit-là avait été déclarée par tous les astrologues une nuit bénie par les astres. Et sœur Félicité, voilà d'ailleurs le mariage de Padmini. Il est 11h du soir quand cette photo est prise, c'est-à-dire 1h05 avant que l'usine n'éclate et que le nuage commence à se répandre au-dessus de son bidonville. Je ne vous raconterai pas comment Padmini a échappé à la mort. Je crois qu'il faut vraiment le lire dans le livre parce que c'est une histoire extraordinaire. Elle habite aujourd'hui une ferme à 40 km de Bhopal. On est allé la voir. C'est pour moi vraiment un personnage emblématique parce que cette petite fille, au cours de ces 25 ans passés dans ce bidonville, où elle est arrivée avec sa famille qui avait fui leur campagne justement à cause des pucerons qui dévoraient leurs récoltes, elle a travaillé comme chiffonnière, elle a tout fait pour apporter chaque jour quelques roupies à sa famille pour les sauver de la famine. Je crois que c'est l'image la plus symbolique de cette tragédie. Nous avons vu des quantités d'images atroces de ces morts. Je crois que celle-là, c'est l'image d'un père qui porte dans ses bras son enfant et il se dirige vers le docteur Deepak Gandé, qui a été un médecin admirable cette nuit-là. Et il lui crie « Docteur, sauvez-le, sauvez-le, sauvez-le » Et il met dans les bras de ce médecin ce fils, cet enfant, et le docteur lui répond « Je ne peux plus rien faire, il est mort ». Je crois que ce visage de Christ incarne le plus parfaitement l'horreur de ce martyr, l'horreur de cette catastrophe. Pour moi, c'est quelque chose qui sera toujours inoubliable. Et je suis vraiment fier qu'on ait pu témoigner sur toute cette incroyable aventure pour aujourd'hui aider quelques-unes de ces victimes. Voilà la cuve 610 d'où a jailli le 2 décembre le nuage toxique qui a fait ces 30 000 morts. Alors elle est là, dans les herbes folles, comme aussi un mémorial à la folie des hommes. Voici une des dernières photos qui vous montre à quel point la proximité de ces installations industrielles pouvait être de ces bidonvilles où habitaient tous ces enfants, toutes ces femmes, tous ces hommes, que des ingénieurs, que des êtres humains ont laissé cette promiscuité s'installer, alors que de l'autre côté de ce mur, des cuves contenaient des centaines de milliers de litres d'un gaz mortel. C'est pour moi une telle horreur, un tel scandale que jamais jusqu'à mon dernier jour, je n'aurai assez de volonté de témoigner contre cette folie. Je vous ai apporté cette photo qui n'est pas directement liée à la catastrophe parce que c'est une photo chère à mon cœur. Il y a 3 ans, des paysans des environs de Bhopal m'ont demandé un peu d'argent pour créer un système d'irrigation qui apporterait un petit peu d'eau à leurs champs. Et avec mon épouse, on a pu trouver un peu d'argent et nous leur avons donné donc ces ressources
Et voici le premier légume poussé dans leur champ, un formidable chou-fleur qu'ils nous ont offert l'autre jour en nous disant « Rapporte ce chou-fleur chez toi, tu nous as aidés quand on avait besoin d'eau et maintenant nous sommes fiers et heureux de t'apporter le produit de cette générosité. » Je vous assure, je pleurais en prenant dans mes bras ce formidable chou-fleur que nous avons rapporté à Paris et qui trône dans notre petit appartement. Et voici votre serviteur avec Xavier Moreau. Xavier Moreau tient l'édition espagnole, il était minuit 5 à Bhopal. Je tiens l'édition française. Nous sommes là, au pied des structures de cette installation. C'était il y a quelques semaines seulement à Bhopal. Alors là, je crois que je suis heureux de vous présenter quelques images d'un petit film que nous a donné nos amis d'Antenne 2 et qui ont réalisé ce superbe envoyé spécial sur la catastrophe de Bhopal pour vous montrer un petit peu la configuration de ces lieux. Est-ce qu'on peut passer? Oui, on va mettre la vidéo en route. La vidéo. On va regarder, notamment ce bon. Alors voilà notre arrivée à Bhopal, dans la gare de Bhopal, avec mon épouse, il y a juste quelques semaines, par un de ces mêmes trains qui sont arrivés le soir de la catastrophe. Il y a le son? On peut monter le son? On peut monter le son. Alors toujours à la manière indienne, ce sont les guirlandes. Voilà le garçon qui était venu me voir à Calcutta pour me demander de l'aider à faire quelque chose à Bhopal. Voilà mon épouse Dominique. Ça c'est traditionnel, hein. Impossible d'empêcher que des gens dépensent de l'argent pour acheter des banderoles. Alors là, nous nous recueillons devant le petit mausolée qui porte le nom des cheminots qui, cette nuit-là, ont donné leur vie pour sauver des voyageurs. Il explique que beaucoup de trains arrivaient parce que c'était une fête à Bhopal, une grande fête religieuse. Il y avait des trains spéciaux et beaucoup de ces cheminots se sont sacrifiés littéralement pour sauver les voyageurs qui arrivaient dans ce nuage toxique. La nuit du 2 décembre, des choses vraiment abominables. Et cette nuit-là, le nuage toxique de l'usine qui est située à moins d'1,5 km de cette gare a envahi tous ces quais, toute cette gare et a tué tellement de gens ici. C'est pour moi un moment tout à fait bouleversant. Voilà l'usine telle que vous pouvez la voir aujourd'hui. Ce spectre métallique. Jamais les responsabilités n'ont été véritablement déclarées parce qu'il n'y a jamais eu de procès. C'est vraiment toute une chaîne d'horreur qui fait que la logique du profit a fait qu'à un certain moment, cette usine coûtait de l'argent. Alors on a cessé de réparer les tuyaux qui étaient corrodés, on a supprimé tous les systèmes de sécurité pour économiser quelques centaines de francs chaque jour. Et doucement, on est arrivé à ce moment où ces énormes quantités de ce gaz mortel allaient devenir folles et s'échapper dans l'atmosphère, et soufflant du nord, un vent allait les envoyer sur des bidonvilles où habitent des milliers de personnes. Ces enfants boivent une eau qui est polluée depuis 17 ans, empoisonnée depuis 17 ans par les effluents toxiques. Et si notre livre est un succès, nous allons faire cette adduction d'eau pour leur donner de l'eau potable. Et j'ai vraiment goûté cette eau l'autre jour et ça a été pendant 5 jours une véritable supplice dans ma bouche, tout brûlé. Ce Sathiou est une Mère Teresa homme. C'est un ingénieur de haut niveau qui, il y a 17 ans, a renoncé à toute sa carrière pour s'occuper uniquement des survivants de cette catastrophe. Et puis implanté en plein cœur d'un bidonville indien, une usine qui contenait 82 tonnes. On voit les structures de l'usine là juste au-dessus du toit. Incompréhensible.
Voilà les femmes. Les femmes sont vraiment les plus énergiques, les plus formidables pour réclamer justice, réclamer des traitements médicaux. Elles se réunissent régulièrement, elles font des marches jusqu'à New Delhi. Elles sont celles qui brandissent vraiment l'étendard de la révolte avec un courage extraordinaire. Dominique, qu'est-ce qu'elle chantait tout à l'heure? Une chanson qu'elles ont improvisée juste après la catastrophe et qui dit Ô mère, nous ne pouvons plus monter les marches nous ne pouvons plus monter les marches asphyxiées par les gaz. parce que les gaz ont brûlé nos poumons. Elles sont parties à pied jusqu'à Delhi, vous imaginez, par la chaleur. Elles ont mis 1 mois et demi de route, 125 d'entre elles avec leur bébé avec elles. Et elles, de village en village, on leur donnait de l'eau, du thé, de la nourriture, elles n'avaient rien. Elles ont été réclamées. Namaste, assalamu alaikum. I read sometimes in the newspapers that the tragedy. Alors là, je m'adresse à des malades, à des victimes. On va inaugurer la clinique gynécologique et j'essaye de leur dire que jamais nous n'oublierons Bhopal et que jamais nous n'oublierons leur souffrance. Et tous ces gens qui sont là sont atteints par des séquelles de la catastrophe. Enfin, 16 ans après, on va pouvoir faire quelque chose pour soigner les vraies victimes de cette catastrophe qui aujourd'hui encore ne sont pas soignées par manque de médecins compétents, par manque d'hôpitaux. Et pour moi, c'est merveilleux de savoir que peut-être des femmes vont pouvoir être sauvées grâce à cette modeste clinique. Il faut dire qu'il y a un hôpital à Bhopal qui ne sert absolument pas, qui est une structure pourtant extraordinaire. Alors là, vous allez découvrir ce colposcope que j'ai fait venir du Japon, et pour découvrir que les Indiens ne savaient pas s'en servir, et qu'il fallait trouver des médecins, des gynécologues étrangers. Et après la parution d'Il était minuit 5 à Bhopal, j'ai reçu un coup de téléphone d'un médecin de Limoges qui m'a dit « Monsieur Lapierre, je suis président de l'association, voilà le colposcope, ça représente 200 000 francs cet appareil. Je suis le président de l'association Gynécologues sans frontières. Je ne savais pas qu'il existait une telle organisation. Eh bien, cet homme a envoyé à Bhopal immédiatement un volontaire qui est allé faire de la formation et aujourd'hui, notre colposcope soigne une centaine de femmes tous les jours. Ici, notre ami Satyu, ce garçon qui était venu me voir à Calcutta, explique qu'ils ont découvert que la pratique du yoga avait une très bonne influence sur les détresses respiratoires. Qu'après quelques mois de yoga, les gens retrouvaient une capacité pulmonaire bien supérieure. Il y a donc des classes tous les jours dans cette clinique pour les femmes justement et les hommes qui souffrent de détresse respiratoire consécutive à l'inhalation de ce gaz. Yoga has given sustained relief. We have done research to show that people with chronic respiratory disorders find sustained relief and actually improvement in spirometric Voilà, functions. on a constaté des formidables améliorations dans la pratique du yoga. Les enfants qui ont aujourd'hui 17 ans ont l'air d'avoir 8 ans. Et ils souffrent de bec de lièvre, de palais troués. Il y a eu des quantités de malformations génétiques consécutives à cette catastrophe. Et il explique là que l'une des graves choses, c'est que justement Union Carbide n'a jamais révélé la composition exacte de ce gaz. C'est un secret de fabrication comme Coca-Cola, et si bien qu'on n'a pas pu mettre au point des traitements absolument adéquats. Bhopal peut-être permettra qu'il n'y ait plus jamais de Bhopal ailleurs. C'est un peu le sens du livre que j'ai voulu écrire, c'est de faire prendre conscience au monde qu'il y a des quantités d'usines comme celle-là, et qu'elles peuvent à leur tour déchaîner des tragédies. Voilà.
Une question, si vous le permettez. C'est un quartier pauvre, ce sont les bidonvilles qui ont été touchés par la catastrophe. Est-ce que si les quartiers beaucoup plus aisés de la ville avaient été touchés, il y aurait eu le procès qui n'a toujours pas eu lieu? Probablement. Si le Hauteuil et le Passy de Bhopal avaient été recouverts par le nuage toxique, les choses auraient été différentes. Nous savons bien que les pauvres, malheureusement, n'ont pas de voix. Et ça a été une tragédie dans la tragédie que seuls les pauvres aient été touchés. Il faut dire que les quartiers aisés sont construits sur des collines autour de Bhopal. Donc le nuage toxique qui s'est infiltré au ras du sol n'a pas atteint ces quartiers-là. J'ai lu l'autre jour que vous déclariez que vous pensiez avoir des problèmes peut-être pour obtenir des visas à l'avenir lors de l'apparition du livre en Inde. Écoutez, on verra. En tout cas, je suis content que ce livre crée une véritable séisme en Inde. Des journalistes indiens qui savent quel succès il rencontre en France et en Espagne ont écrit « La France et l'Espagne promettent de ne jamais oublier Bhopal ». Alors je verrai bien, mais l'Inde est quand même une démocratie, c'est un grand pays où j'ai énormément d'amis et qui jugent d'une façon respectueuse et reconnaissante le travail d'amour que je fais là-bas. Mais je suis prêt à aller faire une grève de la faim devant l'ambassade de l'Inde, s'il le faut, pour obtenir un visa. Je ne pense pas être obligé d'en arriver là. Bien, je propose que quelques questions soient posées par la salle, par vous-même. Deux hôtesses vont se promener avec des micros. Vous levez la main avec un petit peu d'avance pour gagner du temps. On se donne 5 ou 10 minutes pour les questions. Pendant que vous préparez ces questions, je voudrais rappeler que les droits d'auteur ne sont pas destinés à Dominique Lapierre, mais à l'action pour les enfants des lépreux de Calcutta. Et si la caméra pouvait montrer une seconde. Et pour les actions de Bhopal, évidemment. Et qui s'occupe également de Bhopal, bien sûr. Ainsi que, exceptionnellement, il y aura des urnes ou des... Qu'est-ce qu'on a trouvé, Michel Chopin? Je ne sais pas. Il y a en tout cas des paniers qui sont à votre disposition à la sortie. Et vous pouvez faire des dons, exceptionnellement. Et je signerai. Et bien sûr, Dominique Lapierre signera dans 5 minutes après les questions. Alors, il y a toujours un petit peu... Stéphane Courgeon a 20 questions, mais je pense qu'il vaut mieux que... Parce qu'il a répondu 25, déjà. Il en a posé 5, c'est un record, mais je pense que c'était très bien comme ça. Et question, si vous voulez bien, vous levez la main. Vous n'osez pas, comme d'habitude. À ce moment-là, il n'y a pas un conseiller général au premier rang qui se dévoue, le président d'honneur du conseil général. Monsieur Dayer, vous avez bien une question, non Pardonnez-moi, juste, moi je me souviens pas à l'époque, hein, c'était en 84, mais quel retentissement a eu cet événement à l'époque? C'était autant que Tchernobyl en a eu, par exemple? Non, parce que Tchernobyl est en Europe, parce que Tchernobyl c'était une explosion atomique, parce que le nuage atomique allait bientôt arriver sur nos campagnes. Et puis il faut vous dire que l'explosion de Tchernobyl a suivi d'une année celle de Bhopal, donc a occulté un petit peu Bhopal. Enfin, quand on lit quand même les journaux, on s'aperçoit qu'il y a eu des articles, des titres importants, mais où le nombre de morts était curieusement minimisé, parce que ça a été un effort du gouvernement indien de le réduire le plus possible pour éviter justement d'avoir à donner trop de compensations et de verser trop de dédommagements. Oui, madame. Au premier rang. Au premier rang. Venez au premier rang. Au premier rang, madame. Voilà. Je voulais savoir si vous avez poursuivi votre enquête sur les solutions apportées aux dégâts causés dans les cultures, justement par les insectes, et tout particulièrement sur les travaux des OGM, donc des produits transgéniques. Pas vraiment, mais il y a une petite suite dans l'épilogue du livre qui était assez étonnante. La jeune Padmini qui se mariait le soir de la catastrophe et qui a pu miraculeusement échapper au gaz et qui s'est installée dans cette petite ferme à l'extérieur, a reçu il y a quelques mois la visite du représentant d'une multinationale internationale qui venait lui apporter un petit sac de graines. Et cet homme lui a dit « Je vous apporte ces graines, vous allez faire fortune avec elles, vous allez les planter et vous n'aurez plus jamais de pucerons, d'insectes
sur ces graines. C'était des graines de blé, un petit peu noircies. Alors elle a été si émerveillée qu'avec son mari, elle a porté tout de suite ce petit sac devant l'autel où il y a le dieu, comme dans toutes les maisons en Inde, où il y a le dieu traditionnel, pour remercier. Naturellement, cet homme qui représente la multinationale Monsanto, qui est spécialiste des OGM justement en Amérique et dans le monde, ne lui a pas dit que ces graines ne pouvaient pas se reproduire. Donc les récoltes qu'elle ferait avec ce blé ne pourraient pas servir aux prochaines récoltes, mais il l'a assuré qu'il n'y aurait aucun puceron sur ces graines. C'est vous dire que le cercle continue. Après avoir proposé du sévine aux paysans de l'Inde, maintenant on leur propose autre chose. Il faut dire que l'Inde est un pays de 500 millions de paysans, donc c'est un terrain d'expérimentation extraordinaire. Bien, le micro pour M. Dayer, ancien président du Conseil général. Je voudrais demander à M. Lapierre si dans cette action remarquable qu'il a menée, qu'il mène toujours pour les Indes, est-ce qu'il a été d'abord aidé par le gouvernement indien et ensuite est-ce que les organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé et d'autres ont participé, l'ont aidé ou pas? C'est une très bonne question parce que ça met en cause vraiment tout le travail humanitaire. Alors naturellement, le gouvernement indien a toujours été correct, je n'ai jamais eu aucun problème, mais n'a jamais participé, parce que le gouvernement indien a beaucoup d'autres chats à fouetter. Quant aux autres organisations internationales, c'est toujours un problème, parce que nous, avec mon épouse, nous sommes une toute petite organisation, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de salariés, tout ce que nous faisons, nous le faisons directement. Et nous payons les timbres, nous payons le téléphone. Quand nous voyageons en classe économique à nos frais. Si bien que chaque centime que je donne sur mes droits d'auteur, ou chaque centime que nous recevons de lecteurs ou d'amis ou de donateurs, est de l'argent qui part intégralement sur place. Parce que si vous êtes affilié à des grandes organisations internationales, vous avez des contraintes. Et l'une de ces contraintes, un jour un ami m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas à Bruxelles demander de l'argent? Ils en donnent à tout le monde et ils donnent beaucoup d'argent. » Et nous avons découvert qu'en allant à Bruxelles, l'une des conditions pour l'octroi d'un don était que 60% de ce don soit pour des constructions fixes. Autrement dit, on vous oblige à construire, alors qu'on n'a pas besoin de construire. On peut le faire d'une façon très légère. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'argent pour payer la nourriture, les médicaments, des instituteurs, des médecins, mais pas de construire de magnifiques hôpitaux comme l'Inde en est pleine. Le tiers-monde est plein d'hôpitaux qui ont été donnés par des gouvernements. Vous avez une extraordinaire inauguration avec tous les ministres locaux, la télévision, les journalistes. Vous allez l'année suivante, vous allez trouver qu'il n'y a plus de portes, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'ampoule. Personne ne s'est préoccupé de faire fonctionner cette installation, donc elle est vouée à la déshérence, à la destruction. Alors que nous, au contraire, nous voulons être terriblement efficaces. Je me bats avec le directeur de la banque au-dessous de chez nous à Paris pour qu'il supprime les commissions de change des transferts d'argent que nous faisons en Inde. Je lui apporte les albums de photos. J'essaye de lui démontrer que c'est vraiment pour une cause merveilleuse. Alors cet homme est toujours attendri. Et puis en Inde, je me bats avec les banques indiennes pour qu'elles améliorent leur taux de change. $1, c'est 40 roupies. Mais ça peut aussi être 42 roupies, 43 roupies, 45 roupies, selon l'humeur de l'employé derrière son guichet. Alors quand vous venez et puis vous lui expliquez à quoi sert tout cet argent et tout, vous arrivez toujours à ouvrir son cœur et à obtenir le maximum de roupies. Et puis après, sur place, je fais très attention à ce que tout ce que nous construisons soit construit avec un souci d'économie. Je connais le prix des briques, du sable, du ciment, je discute avec les entrepreneurs. Et finalement, on arrive à pouvoir dire que 98% de ce que nous envoyons sur place est utilisé pour une priorité et toujours pour une urgence. Et ça, c'est très important, ce que vous ne pouvez pas faire dans des grandes organisations.
Oui. Alors, une question qui sera peut-être la dernière avant que Louis-Jean de Nicolaï vienne conclure. Je voulais vous demander si les malformations que vous voyez aux Indes à la suite de l'émanation de gaz toxiques sont comparables à celles qu'on voit au Vietnam encore à l'heure actuelle dans les maternités. Les malformations congénitales que vous voyez, type bec de lièvre, etc., sont les mêmes que l'on voit au Vietnam à l'heure actuelle à la suite de l'agent orange. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous pour que les petites organisations non gouvernementales sont beaucoup plus, à mon avis, rentables, peut-être à moindre frais. Je travaille personnellement comme chirurgien où je m'occupe de fistules vésico-vaginales dans la pointe sud-est du Sénégal. Et pour réinsérer ces femmes qui sont victimes, il en existe 2000 par jour en Afrique, et vraiment à très très peu de frais, mais bien entendu à nos propres frais. Nous aussi, nous payons nos billets d'avion, le transfert en 4x4, etc. Et on fait un travail qui, je crois, vraiment à très très peu de frais est un travail très gratifiant pour la population, qui sinon n'ira jamais se faire opérer à Dakar ou à Bamako. Absolument. Je vous remercie, docteur, de votre témoignage. Je pense que les malformations qu'on constate aujourd'hui dans une ville comme Bhopal doivent être similaires aux malformations qui sont consécutives à cet agent orange que les Américains ont déversé sur le Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Ce gaz, la tragédie de Bhopal a ceci de particulier, c'est que, au fond, elle se perpétue dans un certain sens dans les gènes des habitants, puisque les gens qui ont inhalé ce gaz à ce moment-là l'ont transmis à leurs enfants, et les enfants, à leur tour, les transmettront peut-être à leurs enfants, et je pense que ça peut se comparer à ce qui s'est passé tout à fait au Vietnam. Je voudrais aussi vous donner une petite anecdote. J'ai reçu il y a 3 jours un coup de téléphone extraordinaire d'Annecy, d'une jeune femme qui est infirmière dans un hôpital et qui me dit « Monsieur Lapierre, j'étais à Bhopal la nuit de la catastrophe ». Ah ça, je dis, ça c'est vraiment fantastique, dommage que je ne l'ai pas rencontrée avant. Eh bien, cette jeune femme, avec 2 amis belges, est arrivée à Bhopal à 10h30 du soir, c'est-à-dire une heure et demie avant que le gaz toxique ne se répande sur la ville, d'une ville du Rajasthan. Ces 3 personnes souhaitaient visiter les très très beaux monuments bouddhistes qui se trouvent à 80 km au nord de Bhopal. Mais comme leur autobus est arrivé si tard, il n'y avait pas d'autres autobus pour quitter Bhopal. Alors on leur a dit, mais passez donc la nuit à Bhopal. Et elles ont passé la nuit à Bhopal. Et je ne veux pas vous raconter leurs aventures parce qu'elles sont formidables. Mais elles seront sûrement incluses dans une prochaine édition, parce qu'il y avait cette nuit-là une Française dans la ville de Bhopal. Je voudrais, en même temps que vous alliez remercier par vos applaudissements Dominique Lapierre, associer également son épouse Dominique Lapierre qui est présente ce soir et qui s'occupe avec lui de cette action pour les enfants de Calcutta et puis également pour les actions de Bhopal. Merci pour eux. Dominique Lapierre. Merci. Monsieur Lapierre, c'est très difficile de conclure après un tel exposé avec tellement de foi, tellement de passion dans la façon dont vous nous avez raconté comment, à travers l'enquête que vous avez menée avec votre collègue, votre neveu, vous avez fait vivre ce moment terrible de cette catastrophe qui, je dois le dire, quand on vous écoute et avec
l'envie de lire votre livre pour connaître un peu plus les personnes qui ont vécu tragiquement ce moment-là et la façon dont, en même temps, vous nous donnez la joie qui est la leur dans la souffrance, mais aussi la vie. Je dois dire que pour nous, qui sommes privilégiés dans cette Europe, avec une sécurité que nous réclamons de plus en plus, c'est des moments de réflexion tout à fait formidables et on vous remercie au nom du Conseil général, au nom de tous les Sartois qui sont venus ici ce soir, terminer ce cycle de conférences de la Voix au chapitre qui avait commencé par une personne aussi passionnée que vous, mais sur un autre combat qui est Nicole Notat. Mais vous nous terminez ici ce cycle de conférences avec ce progrès de l'homme qui est merveilleux parce qu'il sauve aussi des vies humaines, mais quelquefois il peut être dangereux et c'est un combat de tous les jours que vous menez pour que cette sécurité soit plus améliorée, qu'en même temps que ces enfants de ces quartiers des Indes vivent un peu mieux. J'espère que nous serons beaucoup à vous encourager à continuer dans cette voie-là. Merci en tous les cas. Merci. Merci. Merci.